Cette histoire devait se terminer en cette soirée de printemps 1985. Ce souhait accompagnait les prières de toutes les personnes réunies autour de Frenchie, l'homme assis face au groupe. La tête penchée en avant, l'homme semblait souffrir intensément, comme si, dans son cauchemar, il combattait un démon intérieur. Esprit impur, qui que tu sois, je t'ordonne de laisser ce serviteur de Dieu. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'incantation ne s'adressait pas à l'homme, mais à l'entité possédant son esprit. Je t'exorcise, toi, le plus impur des esprits, toi, l'ennemi du bien et tous tes suppôts. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cette créature de Dieu. Mis à part le policier qui filmait l'étrange rituel, l'assemblée, motivée par la peur, priait maintenant avec ardeur. Au nom de notre Seigneur, je t'ordonne de me dire qui tu es. Les yeux révulsés, le possédé laissa échapper une longue plainte gutturale. Je suis qui je suis. Je suis le seul et unique. C'était la voix du plus vieil ennemi de l'humanité, la voix du mal en personne. Maurice Thériault voit le jour en 1935. Il est le premier-né de Emelda et Maxime Thériault, un couple d'agriculteurs de Sainte-Agathe, au Québec. Le jeune Maurice n'a pas encore 10 ans lorsque ses parents décident d'aller s'installer à Fort Kent, dans le Maine, aux États-Unis. Ces années d'après-guerre sont difficiles et le gamin doit travailler de longues heures au champ pour aider son père. Il travaillait sur la ferme avec son père, dans le Maine. Il y était obligé, c'était son devoir. Il a quitté l'école en 3e année. Il travaillait à la ferme et s'occupait des tâches ménagères et de ses frères et sœurs. Maurice was a normal kid to a certain extent. Jusqu'à un certain point, Maurice était un enfant normal, jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans. Mais un jour, il a été témoin d'un événement dans la grange. Il a vu son père se livrant à un acte de bestialité. Son père s'est mis à le détester à cause de cela et l'a forcé à l'imiter. À Fort Kent, les abus de Maxime Thériault, et en particulier à l'endroit de son jeune fils Maurice, sont notoires. Comme dans bien des cas d'abus, la communauté préfère fermer les yeux. Sans aucun soutien, le gamin, laissé à son triste sort, ne peut que rêver du jour où il pourra s'affranchir de son père brutal. Un après-midi, en revenant de l'école, après avoir été battu par son père pour la énième fois, le jeune Maurice s'écrie « Je préférerais travailler pour le diable plutôt que de travailler pour toi. » Et pour le diable, il va travailler. À 21 ans, le jour même de sa majorité, il quitte le foyer familial sans prévenir personne. Maurice prend un billet d'autobus pour New Britain, au Connecticut. C'est là qu'il tombe amoureux de Patricia Ann O'Brien. Hélas, l'union ne dure pas. Avant son mariage, alors qu'il était encore très jeune, nous n'avons pas été en mesure de documenter ses comportements bizarres. Parfois, Maurice entre dans des transes qui le métamorphosent. Il devient violent. Et à au moins 2 occasions, des événements surnaturels inexplicables accompagnent ces crises. Un jour, le crucifix placé au-dessus de son lit se met à saigner. Au moins à une autre occasion, des témoins jurent avoir vu Maurice Thériault à 2 endroits différents en même temps. Des incidents très étranges se sont produits, comme la bilocation
cette faculté d'être à deux endroits à la fois. La bilocation peut être possible soit par l'intervention du divin, comme dans le cas de Padre Pio qui a vécu à notre époque, soit par le malin, comme dans le cas de Maurice. Ces phénomènes effraient Patricia, qui préfère le divorce à cette menace. Maurice est de nouveau livré à lui-même. Peu après, il fait la rencontre d'une autre femme, Tina. Cette nouvelle union dans la vie de Maurice Thériault, surnommé Frenchy à cause de son accent, ne durera pas non plus. Maurice était un homme bon, lorsque Maurice était Maurice. Par contre, lorsqu'il était sous cette influence diabolique, il faisait preuve de pouvoir très étrange. Quasi illettré, Maurice va de petit boulot en petit boulot. Mais ce n'est pas autant la pauvreté qui ruine son existence que ces étranges événements qui se multiplient dans son quotidien. Ses absences sont fréquentes. Maurice perd alors tout contact avec la réalité. Il devient quelqu'un d'autre. Ça a commencé par des petites choses. Petit à petit, j'ai remarqué des comportements bizarres. Même s'il n'avait complété qu'une 3e année à l'école, il a commencé à s'exprimer dans une langue inconnue. Ce n'était pas du français. Maurice could speak in Latin. Même s'il n'avait pas beaucoup d'éducation, Maurice pouvait s'exprimer parfaitement en latin. Rares sont les gens qui peuvent parler une langue morte, et encore moins faire référence à des citations religieuses très précises. Lors d'une balade en voiture en compagnie de Tina, Maurice est subitement pris d'un malaise trouble. En proie à une crise sévère, il lâche tout. Tina voit distinctement le volant et l'accélérateur réagir comme si quelqu'un conduisait la voiture. Les tentatives désespérées de Tina pour sortir son mari de sa torpeur demeurent vaines. Tina a la conviction qu'une entité invisible a pris le contrôle de la voiture et qu'elle veut les tuer. Craignant pour la vie de ses jeunes enfants et pour sa propre sécurité, elle met un terme à leur vie commune. Après une longue période de solitude, à la fin des années 1970, Maurice fait la rencontre de Nancy. Avec elle, il a l'impression que cette fois, les choses peuvent vraiment changer. Mais Maurice est toujours victime de ces crises mystérieuses. En juin 1982, le père de Maurice, Maxime, cet homme qu'il a tant détesté, abat de sang-froid sa femme avant de retourner l'arme contre lui-même. Mes grands-parents étaient allés en vacances en Oklahoma. Ma mère m'a appelé à l'école pour m'annoncer que grand-papa avait abattu grand-maman d'une balle dans la tête et qu'il s'était suicidé. Il s'est tiré. L'assassinat de sa mère et le suicide de son père ne font qu'ajouter aux troubles de Frenchy. Les étranges crises dont il souffre s'accentuent. Plus les mois passent, plus Nancy est inquiète pour la sécurité de Maurice et pour la sienne. Inquiet lui-même de ses comportements anormaux, mon père s'est rendu à la police, où on lui a dit qu'il était fou. La situation a empiré. Il s'est résolu à consulter un prêtre. Le prêtre Homer Boyer nous a contactés de Warren, au Massachusetts. Il nous a raconté que des événements très étranges entouraient la famille d'un fermier, un Canadien français de sa paroisse. Il s'agissait d'un homme de certain âge, environ 70 ans, avec beaucoup d'expérience.
Il n'était pas du genre à céder facilement à la panique ou à l'exagération. C'était un homme gentil, pieux et dévoué. Il m'a dit qu'il priait à l'occasion avec la famille, mais qu'il sentait une présence malsaine et hostile. Il a demandé notre aide. Dès la première visite, ils nous ont parlé de la lévitation d'objets, des écritures sur le dos de Maurice, qui ressemblaient à des incisions au scalpel, et le sang imprégné sur son t-shirt, qui disparaissait aussitôt qu'il l'enlevait. J'ai été très impressionné par cette première rencontre. Et peut-être à cause de ma profession de policier, très sceptique aussi. On dit que l'un des premiers symptômes de la possession est l'expression d'une force décuplée. Il pouvait soulever une statue de 200 kilos. Il possédait une statue de béton très lourde qu'il avait récupérée dans un cimetière. C'était une statue de Sainte Thérèse, je crois. Elle tenait des roses, mais les fleurs étaient brisées, et c'est pourquoi on l'avait écartée. Quoi qu'il en soit, Maurice, lorsqu'il faisait appel à cette entité qui le possédait, pouvait la soulever uniquement avec le bout de ses doigts. C'était incroyable. Malgré ma stature d'1,90 m et mes 100 kilos, et à l'époque j'étais en excellente forme, je n'arrivais à la déplacer que de peine et de misère. Ils écoutent son récit et prennent note des étranges événements qui, depuis 30 ans, stigmatisent sa vie. Avant d'affirmer qu'il y a possession démoniaque, nous devons la documenter. Notre parole ne suffit pas. Nous avons fait admettre Maurice dans une institution psychiatrique du Massachusetts pendant 30 jours, où il a été évalué par des médecins. Nous pouvons prouver sans l'ombre d'un doute à qui que ce soit qu'on parle de la police, des médecins, des prêtres ou de la famille, qu'il s'agissait bel et bien d'une possession diabolique. Lors d'une rencontre avec les médecins, tous étaient d'avis qu'aucune pathologie ne pouvait expliquer les phénomènes bizarres autour de Maurice. Pour eux, il ne fait aucun doute que Maurice Thériault est victime d'une, sinon de plusieurs entités diaboliques. Nancy, Maurice, Ed, moi-même et le père Homer Boyer avons rencontré l'évêque Timothy Harrington. Il a été tellement ému par la situation désespérée de cet homme qu'il l'a serré dans ses bras et lui a dit « Je vais t'aider, mon fils ». C'est ce jour-là qu'a eu lieu le premier exorcisme. Le dimanche suivant, Maurice et Nancy se sont rendus à l'église. Au moment d'arriver en haut de l'escalier, Maurice a fait une culbute dans les airs et s'est retrouvé en bas sans une égratignure. C'est là que nous avons décidé de faire un deuxième exorcisme. Un troisième exorcisme a eu lieu le 2 mai 1985. Le groupe des gens en prière est réuni autour de Frenchy dans la modeste demeure de Warren, au Massachusetts. Il y a là un prêtre, le père McKenna, 2 démonologues, Lauren Warren et son mari Ed, le policier qui filmera la séance et quelques témoins. Tous participent à ce troisième exorcisme.
Après le rituel, Maurice Thériault reprend une vie à peu près normale. Pendant un temps, les Warren vont maintenir le contact avec lui, juste pour s'assurer que tout va pour le mieux, sachant par expérience qu'une rechute est toujours possible. Celle de Maurice Thériault sera brutale. En novembre 1992, 7 ans après l'exorcisme du père McKenna, Maurice Thériault sombre dans un profond état second. Il n'est plus lui-même. Cette force diabolique qu'il connaît bien l'envahit de nouveau et s'impose à son esprit fragile. Au soir du 4 novembre, il appelle l'une de ses filles, Melinda, et lui demande pardon. Il m'a rendu visite. Suite à une querelle, Nancy avait obtenu un mandat contre lui, qui l'obligeait à se tenir loin d'elle. Il m'a demandé de prendre un dernier verre. J'ai refusé car je ne bois pas. Il était bizarre. Ce n'était pas un homme affectueux, mais ce jour-là, il l'était. Plus tard, j'ai fait part de mes craintes à ma sœur, Maureen. Je lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à la ferme pour éviter, je ne savais trop quoi. J'avais l'impression de voir deux individus. Mon père avait toujours dit que sa vie se terminerait comme celle de ses parents. Il avait bien organisé son coup. Je savais que Nancy était au bingo ce soir-là et je voulais lui laisser une note. Nous sommes donc partis en camion. Je voulais prouver à ma sœur que mon père était là, malgré l'ordre de cour. Nous sommes arrivés à la maison. Il n'y avait pas de voiture. Nous sommes entrés et avons écrit la note. Soudain, j'ai entendu un bruit au sous-sol. Je savais que ce n'était pas le chien. J'ai ouvert la porte et mon père m'a braqué un fusil au visage. Il croyait que j'étais Nancy. Il m'a dit de me calmer. J'ai voulu appeler le 911, mais il avait déjà coupé la ligne du téléphone. Son camion était stationné à 1,5 km derrière la maison, hors de vue. Je lui ai demandé de s'asseoir sur le divan et de se calmer. Je priais pour que Nancy n'arrive pas à ce moment-là. Il s'est excusé d'avoir été un père absent et m'a expliqué les raisons qui le poussaient à agir de la sorte. J'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas la solution. Tout à coup, Nancy est arrivée. Il était enragé. Il s'est levé et dès qu'elle est entrée, il l'a braquée et lui disant qu'il voulait lui parler. Mais elle a refusé et insistait pour qu'il parte. Il lui a alors tiré l'un bras. Il l'a traîné dans la maison. J'essayais de l'aider, mais il m'a dit qu'il m'aimait. Puis s'est tourné vers Nancy et lui a dit « Regarde-moi et rappelle-toi bien ceci. » Il m'a demandé pardon et m'a répété qu'il m'aimait. Il a alors placé le canon dans sa bouche et a tiré. Il m'a laissé avec beaucoup de questions et beaucoup de cicatrices. Certaines familles sont marquées par la fatalité. Comme si, de génération en génération, un mauvais sort s'acharnait sur ses membres sans que personne ne puisse y trouver la moindre explication rationnelle. Aveuglément, la malédiction frappe autant l'innocent que le coupable. Certains avancent que le diable préférerait ravir à Dieu les âmes les plus pures. Cette pureté de sentiment animait peut-être le jeune Maurice dans les premières années de sa vie. Maurice Thériault était mon père. C'était un fermier venu du Canada. Il a vécu une situation difficile.